Il y a des existences qui ressemblent à des scénarios impossibles. Des débuts que même les meilleurs conteurs n'oseraient écrire. Emmanuel, la tienne commence au bord du monde. Bombay, un bidonville, un nourrisson laissé à la poussière, et cette main, celle d'une femme que l'histoire reconnaîtra comme sainte, qui te relève alors que tout te destinait à disparaître. On pourrait croire que le film est déjà joué, mais toi, tu as réécrit ton script. De cette ouverture brutale, tu as tiré une force singulière, la certitude que chaque vie peut basculer, que chaque être mérite un horizon. Tu as traversé l'enfance comme on traverse un territoire inconnu, adopté, aimé, reconstruit, et au bout du chemin, tu as trouvé une arme, la pensée. Pas la pensée théorique, lointaine, intangible, non, la pensée comme outil de survie, comme boussole, comme acte. Tu es devenu philosophe, essayiste, enseignant-chercheur, et à un moment, sans doute dans un silence que seul toi connais, tu as compris que réfléchir ne suffisait plus. Alors, tu as fait ce que font les entrepreneurs, tu as créé ce qui manquait. Devenir pour agir. Une plateforme, une agora, un laboratoire de sens, un lieu où les idées ne prennent pas la poussière, mais prennent vie. Tu as fait entrer la philosophie dans l'arène du réel, là où se jouent les choix, les responsabilités, la quête d'une génération qui avance vite, trop vite, sans toujours savoir pourquoi. Comme un entrepreneur, tu as construit un pont entre l'abstrait et le concret, entre la réflexion et l'action, entre le pourquoi et le comment. Tu as remis la pensée en mouvement. Voilà pourquoi cette conversation est importante. Parce qu'elle ne parle pas seulement de ton parcours, elle parle d'un message plus vaste. Quand on ne choisit pas les premières pages de son histoire, on peut toujours choisir la suite. Tu es la preuve qu'une existence peut commencer dans le chaos et devenir un appel à la conscience, un moteur d'engagement, une invitation à entreprendre sa vie. Emmanuel, bienvenue sur Serial. Merci pour cet accueil et merci pour ton invitation, merci pour cette introduction hyper émouvante. Eh bien, écoute, avec Vraiment, grand merci plaisir. infiniment. Et je suis très heureux que cette introduction t'ait plu. Ah, ça me touche beaucoup, merci. Aujourd'hui, on va parler de philosophie comme d'un acte de création, de sens comme d'un chantier, et de l'entrepreneuriat comme d'un art de refuser la fatalité. Et on va démarrer avec ton parcours. La première question que j'ai généralement posée dans ces épisodes, c'est dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Je vais modifier légèrement cette question pour toi, puisque tu es né, comme j'ai pu l'expliquer, un peu dans un chaos total, sauvé in extremis, adopté, reconstruit. Comment est-ce que ce début de vie influence ta manière d'agir, de penser et de créer ? C'est une belle question. J'aime la simplicité. Venant d'un lieu très simple, comme tu l'as souligné, avec élégance. Je viens des bidonvilles et donc j'étais habitué à la simplicité et à l'authenticité. Et mes parents qui m'ont adopté m'ont vraiment ancré ces belles valeurs. La simplicité, l'authenticité et la réalité. Parce que c'est vrai qu'on peut dire, souvent on dit qu'un philosophe est peut-être, je dirais, en dehors de la réalité. Cependant, je crois qu'il faut incarner cette réflexion, il faut incarner la réalité et de ce fait, garder les pieds sur terre. Et je crois qu'avec l'enfance que j'ai eue, avec mes débuts, je ne peux que garder les pieds sur terre. Et je donne une petite anecdote. J'ai ce bracelet qui pour moi est magnifique et fondamental parce que lorsque je suis retourné en Inde il y a 6-7 ans, des enfants de la rue que j'avais aidés pendant plusieurs jours m'ont offert ce bracelet et m'ont dit « Robin », puisque c'était mon prénom indien, « Robin, n'oublie jamais d'où tu viens ». Et je crois que ça, pour moi, ça me ancre continuellement dans la chose réalité. de très, très précieux. Complètement, très précieux. Et de se rappeler de ses origines, de se rappeler, parce que finalement, on ne sait pas vraiment d'où l'on vient. Ouais. Moi, par définition, je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où je vais, mais la philosophie essaie de m'aider à comprendre qui je suis. Cependant, je ne saurai jamais qui vraiment je suis, parce que par définition, la vie est un mystère. Et un mystère ne se découvre pas, mais on s'approche du mystère. Exactement. Aujourd'hui, je crois que la philosophie m'aide continuellement
en étant incarné dans le réel de par mon travail avec les étudiants et autres, et ma recherche, ma quête de vérité, parce que je pars à la quête de la vérité, cela m'aide à rester vraiment ancré dans un socle solide, Ouais. et je l'espère le plus vrai possible. On aura l'occasion d'en parler dans cet épisode, évidemment. Aussi de ton retour en Inde il y a quelques années. Pour reposer le contexte autour de ta naissance, du fait que tu as été sauvé par Mère Teresa, et ensuite ton arrivée en France. Est-ce que tu peux me raconter un peu justement ces débuts dans la vie, entre guillemets? Alors, alors oui, les débuts dans la vie, un des plus grands mystères de ma vie, je parlais du mystère à l'instant, mais un des plus grands mystères de ma vie, c'est que je ne connais pas les 10 premiers jours de ma vie. Ce sera vraiment un point d'interrogation. Quand on connaît ses parents, c'est vrai qu'on peut leur dire que s'est-il passé pendant les 10 premiers jours. Ça sera pour moi un très grand point d'interrogation. Et c'est peut-être la richesse d'une vie. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'on veut tout maîtriser. On veut tout connaître. On veut tout savoir, on veut tout expliquer. Et le grand paradoxe, c'est que la philosophie est là pour ça. Non seulement la philosophie, le grand paradoxe, c'est le suivant, la philosophie est là pour ça, et de par mes origines et de par mon début de vie, je ne le sais pas. Donc finalement, c'est, je dirais, l'interrogation et le mystère qui se rencontrent, Ouais, parce que le mystère est une interrogation. exactement. Donc les 10 premiers jours de ma vie, je ne les connais pas, et j'ai été récupéré sur une décharge, sur une poubelle, dans une décharge. J'étais tout nu. Voilà, les sœurs m'ont raconté, quand je suis retourné en Inde, m'ont raconté ça. Je pleurais, et il se trouve là que Mère Teresa passait par là ce jour-là. Pourquoi elle passait par là, je ne sais pas, mais elle venait visiter un de ces orphelinats, qui était non loin. Et j'ai eu 3 indications de ma vie, 3 indications hyper précieuses, puisque lorsque j'ai été récupéré, j'avais un collier, un bout de ficelle, avec un petit bout de papier sur lequel était écrit mon prénom, Robin en français. Et sur mon bras, et là je trouve ça hyper précieux, il y avait écrit ma date de naissance, donc le 9 septembre 82. Et c'est comme ça que j'ai su que j'avais été récupéré le 19 septembre 82, donc les 10 premiers jours, je ne les connais pas. Et la deuxième indication sur mon bras était le prénom de maman. Ok. Shubhadra en hindi, qui veut dire la bonne mère. Là aussi, comment une bonne mère peut-elle abandonner son enfant? Et cependant, là aussi, dans le mot abandon, il y a le mot don, donc elle m'a donné. Je n'en veux absolument pas à mes parents. Vraiment pas, parce que s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait une raison de le faire. C'est jamais facile d'abandonner un enfant. Jamais facile. Mmh. Et cependant, ils l'ont fait, et ils m'ont mis dans un endroit, je pense, complètement stratégique. Ouais, Voilà, ils savaient que il y aurait du passage. il y aurait du passage. Voilà. Et ce passage de la vie, ce souffle de la vie, est passé par là dans la personne de Mère Teresa. À quel âge tu vas arriver en France? 11 mois. 11 mois. Oui, au bout de 11 mois, alors pendant 11 mois, je n'ai été nourri qu'avec de l'eau et du sucre à cause de la pauvreté en Inde. C'est marrant parce que quand je suis arrivé en France, ça j'ai une photo encore, et mes parents adoptifs me l'ont dit, nous étions 2 à arriver en France du même orphelinat. Et c'est marrant parce que on a une photo à l'aéroport où on était les 2 petits bouts de chou. Il y en a un qui partait pour la Belgique et l'autre pour la France. Et nos 2 prénoms, c'était Emmanuel. Les parents belges du petit bonhomme l'avaient aussi appelé Emmanuel. Excellent. Comme quoi. Est-ce que tu te souviens un peu de ton enfance? C'est quoi tes souvenirs d'enfance? L'amour. On a été, je dis ça parce que j'ai une éternelle reconnaissance envers mes parents qui m'ont adopté. Une éternelle reconnaissance, parce qu'ils ont adopté 5 enfants. Ils n'ont pas pu avoir d'enfants, ils ont adopté 5 enfants, 2 Indiens, 2 Français, un Haïtien. Et en fait, c'est beau parce que l'adoption, c'est d'accueillir des histoires qui ne sont pas les leurs. 5 enfants adoptés, 5 histoires différentes. Essayer de réunir, essayer d'unir ces histoires, c'est un challenge, c'est un défi. Ils nous ont donné tout l'amour qu'ils pouvaient nous donner. Et je leur en suis vraiment reconnaissant. Est-ce que tu te souviens de tes premières passions?
Ah, c'est une bonne question ça. Mes premières passions, mmh, quelles sont mes premières passions? Beh, de jouer. J'aimais les Lego, je comprenais rien. J'aimais les Lego, je comprenais rien. Je sais pas comment il fallait, je me rappelle, on avait des Lego techniques. J'avais du mal à comprendre sur le Ouais. papier ce qu'il fallait que je refasse et cetera. Je pense que j'ai jamais été logique. Oui, j'ai jamais été logique parce que quand j'ai fait de la philosophie, j'avais une matière qui s'appelait en philosophie la logique, voilà. Je m'en rappellerai toujours parce qu'à mon partiel en logique, j'ai eu 0,5/20. J'ai jamais j'ai jamais été logique, ça c'est sûr. Donc même regarder sur un Ouais, sur un papier les Lego et cetera. Donc mes premières passions, ça a été de jouer. ouais. Hem, après, la politique. J'ai toujours aimé la politique. Très jeune? Oui. Tu te souviens un peu Papa des aimait la politique. C'était Jacques Chirac à OK. l'époque, hein, quand on était ouais, c'était Jacques Chirac. En fait, j'ai toujours été passionné. C'est intéressant ta question parce que j'ai toujours été passionné par les gens connus, Mmh. toujours. Et finalement, toujours été passionné par les gens connus parce que je me suis dit: «Mais comment? Pourquoi ils sont connus? Qu'est-ce qui les a fait, être connus?» C'est énorme. Et j'avais d'une certaine manière je dirais pas une idolâtrie parce qu'il faut pas en arriver là, mais j'avais une admiration Mmh. pour toutes ces personnes, connues et reconnues, voyez? Et puis, la religion. Ouais. La religion parce que, les parents mes parents adoptifs donc, le sont toujours, pratiquants, catholiques et je le suis toujours. Voilà, tous les dimanches je vais à la messe et cetera et c'est pour ça que dans mon parcours, j'ai voulu devenir prêtre, on en parlera C'est ce peut-être, que j'allais te dire exactement. J'ai vu voilà. dans une interview qu'effectivement à un moment donné, tu t'es dit que Et tu oui aurais aimé, devenir prêtre. et j'ai fait 4 ans de séminaire. OK. Mmh. J'ai fait 4 ans de séminaire, à la fin on m'a mis à la porte. Ah ouais? Ah non, c'était énorme. Enfin, c'est pas énorme parce que ça a été un moment difficile dans ma vie, ça. Parce que quand on veut devenir prêtre, déjà qu'il y a pas beaucoup de prêtres, hein, donc quand il y en a qui se présentent, ça se bouscule pas au portillon. Et donc quand il y en a qui se présentent et tout, très bien. Et donc moi, j'ai fait 4 ans de séminaire. Mon Dieu, mais ça a été une belle expérience. En prenant du recul, Tu heu, quel âge? je suis rentré à 33 ans, OK. l'âge du Christ. À 37, je suis parti. Là, j'ai 43. Je suis rentré à l'âge du Christ. Quand le Christ est mort, moi, je suis rentré, donc OK. je me dis: «Bon» et 4 ans après, je suis parti. Enfin, on m'a demandé de partir. On m'a demandé de partir parce qu'on m'a dit: «Tu n'as pas le profil séminaristique». Entre nous soit dit, j'ai jamais compris ce que voulait dire profil séminaristique, mais là aussi, parfois, il ne faut pas chercher à comprendre parce que plus on essaie de comprendre, plus, on se perd et en fait, c'est un de mes, je dirais, c'est un de mes, la philosophie, c'est ça. C'est essayer de comprendre les choses et en théologie, je posais beaucoup de questions et on m'a reproché de poser beaucoup de questions en théologie parce que moi, j'avais besoin de comprendre la parole de Dieu, j'avais besoin de comprendre tout ça et en fait, en théologie, quand on questionne trop, C'est problématique. ça peut donner l'impression qu'on Mmh. remet en doute. OK. Voilà et ce qui n'était pas mon cas, moi, c'était vraiment pour comprendre les choses et puis après, on m'a reproché aussi de, bah, oui, de pas rentrer dans les codes. C'est vrai. Je sais pas, il y a peut-être des codes en étant séminariste, je ne sais pas. Bon, enfin, tout cela pour dire qu'au bout de 4 ans, on m'a dit: «Ciao». Si on remonte, quelques années auparavant, avant ces 4 années, comment est-ce que tu as vécu tes études? Oh là, Jésus, Marie, Joseph. Tu vois, le collège, le lycée, Oui, les oui. études supérieures? Ah, j'ai jamais été doué. Jamais été doué à l'école. J'avais un frère, enfin, j'ai toujours un frère, qui, on avait à peu près le même âge. On a 6 mois d'écart. Donc je suis son aîné de 6 mois. Mais alors, il a sauté de classe, il est rentré à Saint-Cyr, il est sorti, meilleur de sa promo, enfin voilà. Et moi j'étais à côté. Mais en fait, je me suis jamais comparé à lui. Parce qu'au contraire, il m'a boosté. Je lui ai dit: «Mais attends, le mec il y arrive. Moi j'y arrive pas, que se passe-t-il?» Et alors en seconde, en fait, j'y arrivais tellement pas qu'en seconde, mon prof principal, ça a été aussi un il y a quand même des gens étranges. Ouais. Des gens étranges, mais je leur en veux pas. Je dis: «Bah». Parfois, je me dis: «Ils font un peu de la peine». Je sais pas, et j'ai jamais été doué en cours, si bien qu'en seconde, mon prof principal, 3e trimestre, la veille, le conseiller de classe s'était passé. 3e trimestre,
devant toute la classe, il faisait le tour de toute la classe, personne par personne, et il dit devant tout le monde, il dit: Emmanuel, on s'est aperçu que tu n'avais vraiment pas les capacités intellectuelles pour faire des études. On espère que tu aies les capacités manuelles. On te propose d'être groom dans un hôtel. Moi, je lui réponds, ah bah ça tombe bien parce que le cousin de papa à l'époque, c'était le patron du Grès d'Albion à Cannes, donc sur un hôtel sur la Croisette. Et je lui dis, bah, j'irai là-bas. Et il me dit, on a trouvé ta voix. Intérieurement, pardonnez-moi l'expression, je me dis, mais quel connard ce mec. C'est clair. Excusez-moi. On a trouvé ta voix. On a trouvé ta voix. Je lui dis, Ouais. je crois que j'ai trouvé la tienne. Et je me suis dit, et en fait, j'aurais pu être complètement me rebeller, parce que surtout à ces âges-là, en seconde, etc., crise d'ado, j'avais fait de crise d'ado, à vrai dire. Et le soir même, je me suis dit, je vais lui prouver le contraire. Je vais lui prouver le contraire. Je vais prouver que je suis capable de faire quelque chose. Mais alors, ça a été galère de lui prouver. C'était galère de lui prouver parce que je suis passé en première, je suis passé en terminale. Catastrophe la terminale. 84 points au bac à rattraper. J'avais eu 3 en histoire géo, 6 en philo, 6 en anglais, 8 en philo. Enfin, une catastrophe. Ouais. Catastrophe. Et je suis allé au rattrapage et j'ai fini par avoir ce bac. Et je me suis dit, c'est vrai, il avait peut-être pas tort. Mais d'un certain côté, je me dis, quand on veut, on peut. Il faut cependant faire attention parce que parfois, et je le vois avec des étudiants maintenant, à laquelle je m'en occupe, on s'obstine à aller dans une voie. C'est comme pour la prêtrise, tout à l'heure j'en parlais. Sans doute, je n'étais pas du tout fait pour cela. Et la nature nous le montre. La nature nous dit, non, tu n'es peut-être pas fait pour ça. Alors, moi qui crois en Dieu, je lui dis, bah voilà, c'était pas, Dieu ne voulait pas cela. Et je me suis dit, cependant, je voulais faire quelque chose de ma vie. Voilà. Je voulais faire quelque chose de ma vie et j'ai toujours été très, très curieux de vouloir comprendre, de vouloir expliquer. Je suis un amoureux de l'humain avec un grand H. Et je me dis, mais comment comprendre l'humain? Et c'est comme ça qu'après le bac, j'ai commencé la philosophie. Et on va en parler, puisque c'est la partie centrale de cet épisode, avec plusieurs sujets autour de la philosophie et de l'entrepreneuriat. Et première chose, c'est la conscience, donc un peu la philosophie comme révélation. Pourquoi justement est-ce que tu t'es intéressé à la philosophie? Et qu'est-ce que tu es allé y chercher? Je crois que je me suis jamais intéressé à la philosophie, mais c'est la philosophie qui s'est intéressée à moi. En fait, c'est la philosophie qui m'a permis de me poser les questions. Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss dit un homme savant, ce n'est pas celui qui trouve les bonnes réponses, c'est celui qui sait se poser les vraies questions. Je crois que la philosophie m'a aidé et continue à m'aider à me poser les vraies questions. D'autant plus que finalement, alors qu'est-ce qu'une vraie question? C'est une question solide, une question sur laquelle on peut construire une pensée, en tout cas on peut prendre ancrage. Cependant, j'ai jamais vraiment gardé un bon souvenir de mes cours de philo en terminale, jamais. Moi non plus. Ah ben voilà. Et on a souvent cette image du prof complètement perché qui est là tout seul en train de parler. Et puis, et encore nous à l'époque, on n'avait pas les ordinateurs ni les portables, etc. Bon, enfin, maintenant, les portables sont interdits, etc. Mais n'empêche que j'interdis les portables et les ordinateurs, les téléphones portables et les ordinateurs portables dans mes cours aujourd'hui. C'est une bonne chose parce que l'attention aujourd'hui, c'est un autre sujet. Mais... Je fais une petite parenthèse, mais c'est quand même terrible la situation dans laquelle on est aujourd'hui. J'ai beaucoup de respect pour les étudiants, etc., surtout mon école de commerce, puisque c'est les futurs patrons de demain, on en parlera, mais aujourd'hui, pourquoi j'ai enlevé Alors bien sûr, les téléphones portables étaient interdits, mais dans mon cours, j'ai interdit les ordinateurs portables. Déjà parce que quand ils ont des ordinateurs portables et que le cours ne les intéresse pas, ils sont sur Internet, ça c'est pas un secret de polichinelle. Et cependant, deuxièmement, cela leur permet de réapprendre à écrire. Vous imaginez quand même, j'ai des étudiants qui ne viennent qu'avec un ordinateur. De réapprendre à écrire. Pas de non plus de stylo, plus de feuilles, plus rien.
Je me dis: «Mais c'est pas possible». Non seulement réapprendre à écrire, réapprendre à se concentrer et en fait, il y a une participation énorme parce que, d'une certaine manière, ils ont que ça à faire Ouais. et donc c'est une participation, c'est un cours hyper interactif et l'ennui de se battre contre l'ennui. Du moment où les étudiants se sentent investis dans un cours, ils ne s'ennuient pas, voyez? Et donc voilà, la philosophie s'est intéressée à moi, je ne me suis pas intéressé à elle et cependant, pourquoi je m'en ai fait? Parce que, dans notre famille, on a toujours parlé et discuté et je remercierai jamais assez mes parents de ne jamais nous avoir donné la télévision. On n'a jamais eu la télévision et aujourd'hui, je ne l'ai pas non plus. Donc c'est Parce que parce qu'en au fait, travers des conversations que tu t'es exactement, intéressé à la philosophie. exactement. OK. Parce que, la télévision, ça, c'est terrible et les familles, elles dînent le soir devant la télévision et cetera et tout. Il y a plus aucun contact. Alors maintenant, c'est encore pire, ils dînent tous avec leur téléphone portable, donc chacun dans son coin. Il y a même plus la télévision maintenant, je me demande même comment elle existe encore parce que les gens ne regardent plus la télévision. En tout cas, plus sur les écrans, mais avec leur Oui, puis téléphone. maintenant après il y a YouTube C'est aussi ça, et il y cetera a tous donc les ouais, voilà ouais. et Ouais. donc finalement, ce terreau des conversations familiales m'a permis je dirais, de m'interroger sur le monde. Ouais. Et je me suis toujours interrogé sur le monde, comme je disais tout à l'heure, par la politique. Est-ce que tu te souviens de la première idée philosophique qui t'a vraiment bouleversé? La mort. La mort parce que dans notre famille, on a toujours eu c'est pas une tradition parce que, voilà, on est toujours allé prier auprès des défunts de la famille, dans les chambres mortuaires et cetera. Et ça m'a assez interpellé. Au début, ça me faisait peur parce que de voir un cadavre, Mmh. c'est pas dire que ce soit très beau, Mmh. enfin même pas beau du tout, mais et cependant, vous savez que c'est quand même, tu sais que c'est quand même, la seule certitude que l'on a, c'est qu'on sait qu'on va Ouais. mourir. C'est la seule certitude et en fait, j'ai construit une pensée là-dessus. Je me dis: «Si c'est la seule certitude qu'on sait que l'on va mourir, Dieu, c'est pas une certitude, c'est une question de foi, une question de croyance, alors que la mort, on y va tous». Et alors je me suis dit: «Mais» c'est pour ça que ta question, elle est hyper intéressante parce que c'est par l'absence que j'ai compris ce qu'était la présence. Mmh. C'est par l'absence de la vie et de ce fait, le mystère. Le mystère de la vie, c'est quoi le mystère de la vie? C'est la mort. Personne n'est venu nous dire ce qui se passait. C'est quand même énorme. C'est la seule certitude que l'on a, c'est qu'on sait qu'on va mourir, mais personne ne sait ce qui se passe derrière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La vie, c'est quoi? Est-ce que la vie, c'est apprendre à bien mourir? Ou la vie, c'est apprendre à bien vivre pour un jour aller, là où je ne sais pas. Ouais, Après, c'est une histoire de croyance. bien Donc sûr. finalement, on vit pour mourir ou on meurt à soi pour vivre pour l'autre. Mmh. Vous voyez? Mourir à soi pour vivre avec l'autre, pour vivre et je crois que c'est vraiment toute la question de la société aujourd'hui. On est dans un monde de plus en plus, je trouve qu'on est dans on a pris un virage de moins en moins altruiste. Voilà. Donc mais il suffit de regarder dans les métros, dans les transports en commun, hein. Tu sais que enfin tu le sais pas parce que je ne te l'ai pas dit, mais Je je vais le savoir. refuse maintenant tu vas le savoir. Je refuse de regarder mon téléphone dans les métros. Je refuse. Je regarde ceux qui regardent leur téléphone Ouais. et en fait, c'est énorme. C'est très particulier, hein, de C'est faire ça. très Ouais. particulier parce que je regarde, donc je vois que des cheveux. Je vois même plus de visage, Des tout le têtes monde, baissées. hein, voilà et deuxièmement, personne ne me voit puisqu'ils sont tous, alors je suis pas là pour qu'on me voie et cependant, je me dis: «Bah, je suis là pour observer, pour les voir» et cependant, il y a quand même quelque chose d'un peu plus positif, hein, c'est que de plus en plus, je vois des livres réapparaître Oui, dans les c'est vrai, métros. de plus en plus. C'est magnifique. Et ça, c'est beau, ouais. Le livre, parce que qu'est-ce que une personne, c'est quoi? Une personne, toi et moi, on est quoi? On est 2 pages de l'histoire, du livre de l'histoire et donc dans le métro, finalement, il y a plein de pages de l'histoire et aujourd'hui, on revoit, on réapparaît le Ouais. livre en et c'est beau, je me dis: «Un livre, c'est quoi? C'est une bibliothèque vivante». L'homme est une bibliothèque vivante, hein. Mmh. L'homme est une bibliothèque vivante. La discussion, apprendre qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en ce moment de causer, n'est-ce pas? C'est une bibliothèque. On tourne les pages, on échange nos pensées. Donc
voilà, j'essaie d'être positif et optimiste et je vois que le monde est en train de se réouvrir, je Ouais. crois. Toujours sur la conscience, c'est quoi pour toi le plus grand malentendu aujourd'hui sur la philosophie? C'est de mal l'entendre. On entend mal la philosophie. En fait, la philosophie est un malentendu parce qu'on ne sait pas ce qu'on met derrière. Donc on l'entend mal alors qu'elle nous parle tous les jours. La philosophie, elle nous parle à travers toi, à travers notre ami, à travers moi, tout le monde. En fait, la philosophie nous parle à travers tout, à travers la nature. Il suffit de regarder. Il faut pas voir, il faut regarder. Il faut pas entendre, il faut écouter. Et prendre le temps aussi de se poser, Prendre le temps. Mais que veut dire prendre le temps? Alors ça, c'est toute cette conception du temps, moi, elle m'a toujours fasciné. Parce qu'on passe son temps à dire n'importe quoi sur le temps. Déjà, prendre le temps, c'est pas nous qui prenons le temps, c'est le temps qui nous prend, le temps qui nous permet de passer. C'est terrible parce qu'on n'arrive tellement pas à comprendre ce qu'est le temps, qu'on se dit: «On va le maîtriser, on va l'employer» et alors c'est devenu un emploi du temps. Finalement, c'est complètement, Ça, c'est une vraie problématique, tu vois, pour les entrepreneurs. C'est quelque chose qui revient souvent, dans les podcasts. C'est, voilà, je manque de temps, j'ai toujours la tête, au business et cetera, tu vois? C'est des choses qu'on peut me dire dans les épisodes mais c'est hyper intéressant. et pour autant, pour trouver de nouvelles idées, pour, être créatif et cetera, il faut prendre le temps, généralement, de ne rien faire, heu, pour justement trouver un nouvel élan sur certaines idées, certaines actions et cetera et je trouve ça intéressant. Et mais c'est juste, c'est tout à fait juste, mais que veut dire non seulement prendre le temps et tu disais prendre le temps, c'est aussi, prendre le temps de ne rien faire. Mais ne rien faire, c'est faire quelque Oui, chose. c'est vrai. Aujourd'hui, on pense que ne rien faire, c'est s'ennuyer et cetera. J'ai beaucoup aimé une psychologue, sociologue pendant le confinement. Elle disait: «Apprenez à vous ennuyer, Ouais. réapprenez à vous ennuyer». Qu'est-ce qu'on met sous l'ennui? Et déjà on ne sait on pense que s'ennuyer, c'est, ne rien faire. Non. Qu'est-ce que le vrai ennui? Le vrai ennui, c'est ne pas donner sens à ce que l'on fait. Pourquoi il y a autant des jeunes dans les écoles et les lycées qui s'ennuient? Parce qu'ils ne prennent plus, ils n'arrivent plus à trouver le sens, sur ce qu'ils font Ouais. et donc bah, ils sont complètement perdus. Voilà. Si on ne les aide pas à retrouver du sens, le sens par définition a 3 sens, la sensibilité, la définition et la direction. Ben, réapprenons à prendre le sens du temps. Prendre du temps, c'est finalement, savoir que le temps s'offre à nous. Mmh. Le temps s'offre à nous et finalement prendre du temps, c'est le gagner. Ouais. On gagne du temps. En tout cas, le temps nous permet de gagner en conscience et en prise de distance et en maturité. Alors après la conscience, il y a le passage à l'action, et surtout quand la pensée ne suffit plus. À quel moment tu t'es dit: «Il ne suffit plus de réfléchir, il faut agir»? Quand j'ai pris conscience de là où allait le monde. Quand j'ai pris conscience que on ne prenait plus le temps, pour reprendre l'expression, le temps de s'arrêter, de se poser, de réfléchir avant d'agir. Je me suis dit: «Mais parfois on prend des décisions, on n'a même pas pris le temps de les prendre et dans l'action, dans l'urgence, on les prend» et je pense qu'on confond l'urgence et l'immédiateté. Qu'est-ce qui est urgent? Un jour, j'ai interviewé un urgentiste et je lui ai dit: «Mais qu'est-ce qui est urgent?» Parce que finalement, Mmh. on dit tous que c'est urgent et aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est encore pire. Les gens n'arrivent même plus à attendre une réponse, un truc et tout est urgent, tout est devenu urgent. Mais je leur ai dit: «Mais attendez, mais prenez le temps de vivre parce que alors là, vous ne prendrez plus le temps de mourir. Au moment de mourir, ce sera trop tard, quoi. Donc prenez le temps de vivre». Heu, L'urgence et l'immédiateté, quelque chose d'immédiat, c'est pas quelque chose d'urgent. L'urgence, c'est vital. L'immédiateté, c'est pas du tout vital. Sauf que c'est nous qui faisons du temps, soit une urgence, soit une immédiateté. Et donc je me suis dit quand je vois pardon,
mes étudiants et des chefs d'entreprise, etc., avec lesquels je peux travailler, je me dis: «Waouh, waouh, 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 où allons-nous? Où allons-nous?» Et là aussi, c'est avec le regard que j'ai sur la politique. Mmh. Je me dis: «Mais attends, nos amis les ministres, etc.» Déjà parfois, tu prends conscience de leur existence quand ils s'en vont. Tu savais pas qu'ils existaient tellement que ça tourne, etc. Et c'est là que je me dis: «Mais ça va tellement vite. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils prennent conscience de ce qu'ils font?» Et aujourd'hui, la philosophie, mon objectif, c'est de remettre la philosophie, dans les médias, de les remettre aussi, à l'intérieur des chefs des entreprises. Parce que la philosophie, ça permet quoi? Ça permet une prise de recul, une prise de distance. Qu'est-ce que la philosophie? Et pour répondre à ta question, je dirais, voilà, réfléchir pour agir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de chefs d'entreprise veulent aller loin. Très bien. Et je leur dis: «Mais avant d'aller loin, allez haut. Mmh. Parce que c'est en allant haut que vous irez loin». Pourquoi? Parce que alors moi qui suis petit de taille, j'ai toujours des gens beaucoup plus grands que moi. Enfin, Ça c'est pas m'arrive aussi. Je suis pas très grand non plus. on a toujours des gens plus grands que nous devant et donc ces gens-là nous cachent la vue. Mais c'est pas de leur faute, elles sont plus grandes que nous, c'est pas de la faute. Mais nous, quelle est notre responsabilité? C'est de prendre de la hauteur pour voir loin. Prendre de la hauteur, c'est prendre de la distance, c'est prendre du recul, c'est prendre de la réflexion pour aller loin, le plus loin possible. Et on ne peut pas aller le plus loin possible si on ne sait pas qui l'on est, Mmh. si on ne sait pas le point de départ. Donc la philosophie, j'essaie de faire cela, de montrer que la philosophie, c'est un outil indispensable pour réfléchir. Mais c'est pas réfléchir avec des concepts que personne ne comprend. On pense que la philosophie, et je crois que c'est le malentendu, comme la question que tu posais très justement tout à l'heure, quel est le malentendu? La philosophie, on a toujours pensé que c'était pour des élites, etc. Mais non. La philosophie, c'est par définition, c'est l'amour de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Le vrai, le beau, le bien. Tout le monde aime le vrai. Personne n'aime qu'on lui mente. Voilà. Tout le monde aime le beau. Personne n'aime le laid, par définition. Et tout le monde aime le bien, personne n'aime le mal. Et donc la philosophie, finalement, elle est accessible à toutes et tous parce que c'est celle qui nous permet de prendre de la distance, de prendre du recul pour tendre Ouais. vers une certaine sagesse qui nous permet de réfléchir pour bien agir. Et c'est pour ça que j'ai fondé Devenir pour agir. Ouais. Pourquoi Devenir pour agir? Parce que si tu deviens qui tu es vraiment, alors tu trouveras ta place et tu agiras correctement. Les gens qui, j'ai rien contre les gens qui n'agissent pas bien, en tout cas, je leur jette pas la pierre, mais si elles n'agissent pas bien, c'est qu'elles n'ont peut-être, au préalable, pas bien réfléchi. Elles étaient peut-être pas à leur place. Un jour, je crois que c'est une des leçons du séminaire que j'ai retenues. Mmh. Quand j'étais au séminaire, quand on m'a dit ciao au séminaire, il y a un prêtre qui m'a dit, et ça m'a marqué, il m'a dit: «Tu sais, Emmanuel, dans ta vie, ne cherche pas à remplacer quelqu'un. Ne cherche pas à remplacer. Crée toi-même ta propre place. On est unique». Et c'est énorme parce que aujourd'hui, il y a un grand paradoxe, c'est que tout le monde veut ressembler à l'autre parce que personne n'accepte sa différence. Et cependant, quand on lui dit qu'il est différent, il est stigmatisé. Alors que la plus grande richesse, c'est l'unicité, c'est notre différence. Vivons notre différence. Faisons de notre différence une force. Et c'est peut-être de cette différence qu'on fera en faisant une force qu'on trouvera sa place. Non pas qu'on va pas on la remplacera jamais, on remplacera jamais quelqu'un, mais on va créer sa propre place pour être à sa place, pour réfléchir, devenir qui l'on est et bien agir demain. Excellent. Je savais pas qu'il y avait autant de développement personnel dans les séminaires, pour devenir prêtre. Voilà. C'est Ah oui, c'est hyper intéressant, je crois. alors tu l'as déjà évoqué, mais le parallèle justement, avec, les dirigeants, la philosophie, l'entrepreneuriat, avant de continuer à parler de Devenir pour agir que tu viens de présenter, on va évidemment, connecter, ces 2 mondes, que sont la philosophie et l'entrepreneuriat, qui sont 2 mondes très connectés. Selon toi, qu'est-ce qu'un entrepreneur et un philosophe ont réellement en commun? Ah, elle est intéressante là aussi ta question parce que je crois qu'il y a 2 choses en commun, c'est l'humain. Déjà, c'est la première chose, c'est l'humain. Un entrepreneur, c'est un humain. Un philosophe, c'est un humain. Et finalement, tout ce qui nous réunit,
c'est l'humain. Et la deuxième chose qui nous réunit, c'est la finalité. La philosophie, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est l'amour du vrai, du beau, du bien. Et bien finalement, c'est ce que veut un entrepreneur pour sa boîte. Il veut quelque chose de vrai, quelque chose de bien et quelque chose de beau. Il veut, je dirais, faire éclater sa boîte, faire briller son entreprise. Il va se donner les moyens. Sauf qu'aujourd'hui, je trouve que les moyens que l'on se donne ne sont pas suffisants. On est dans le business, on est dans les chiffres, on est dans la rentabilité, on est dans tout ça, dans l'efficacité. Mais c'est très bien. Mais on ne se rappellera pas d'une boîte pour le chiffre d'affaires qu'elle a fait. On se rappellera d'une entreprise pour la dirigeante ou le dirigeant qu'il a incarné. Autrement dit, l'humanité qu'il a à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai de la chance d'enseigner dans une école de commerce l'éthique et la philosophie pour remettre la pensée, mais une pensée incarnée, une pensée concrète, pas une pensée qui s'évapore dans les astres, n'est-ce pas? Une pensée incarnée en disant, mais les chefs d'entreprise, je le dis très souvent à mes étudiants, je dis, vous êtes les chefs d'entreprise de demain. Où voulez-vous aller? Qui voulez-vous être? Avant de savoir où va la boîte, il faut d'abord savoir qui l'incarne. Et aujourd'hui, la philosophie est là pour ça. La philosophie est là dans les entreprises, et pour ça qu'il y a de plus en plus de philosophes qui interviennent dans les entreprises et de sauver des comités d'éthique dans les entreprises. L'éthique est apparue comme ça. L'éthique et la morale, on a souvent confondu l'éthique et la morale. On dit souvent parce que la morale, c'est un mot, je dirais, qui fait peur, c'est moralisateur, etc. et tout. La morale, c'est qu'est-ce que je dois faire? Et l'éthique, c'est comment dois-je le faire? Et aujourd'hui, on est dans cette réflexion du comment. Comment dois-je mener ma boîte? Où vais-je aller? C'est très bien. Mais quels sont les outils que je vais utiliser pour arriver à l'objectif que je veux? Voyez? Et aujourd'hui, je crois, et je le dis souvent à des chefs d'entreprise, vous confondez l'objectif et le but. Quel est le but de ta vie? Quel est le but de ton entreprise? Et quels sont les objectifs? Alors quand je leur dis quels sont les objectifs, ils me disent tout de suite le but. Non! Je dis le but, c'est ta finalité. Les objectifs, ce sont les différentes étapes que tu vas utiliser pour arriver au but. Et ces différentes étapes, il y en a une, c'est la philosophie, c'est l'éthique, c'est la réflexion. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de comités d'éthique, parce que il y a des cas de plus en plus difficiles à résoudre, et de prendre du recul, de prendre de la distance par la philosophie, c'est ce qu'il y a de... En tout cas, c'est un outil indispensable, encore plus aujourd'hui. Exactement. Je suis très aligné avec ça. En quoi entreprendre, c'est un acte philosophique pour toi? Entreprendre, alors c'est intéressant de découper le mot entreprendre. On prend entre. Et finalement, on prend quoi entre? C'est ça, je sais pas si les gens comprennent. Il faut toujours partir de découper les mots. C'est je mets en parallèle deux mots. Entreprendre, et on parlait du temps tout à l'heure, entreprendre et maintenant. C'est énorme ce mot maintenant. Quand tu découpes ce mot-là, maintenant, tu tiens à la fois dans la main ce que tu vas offrir à tes salariés, à ton entreprise, etc. Et l'autre définition du maintenant, c'est les mains qui sont tendues pour accueillir l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'entreprises qui retrouvent de l'humain, qui retrouvent de l'humanité. Et donc, le lien entre entreprendre et la philosophie, pour répondre à ta question, c'est l'humain qu'il doit y avoir. Ouais. On doit redonner de l'humain dans nos entreprises. C'est pas simplement un business. C'est pas un business. Je me rappelle le patron de Michelin, Monsieur Michelin père, le fondateur. Voilà. C'est marrant parce que son fils était prêtre dans le séminaire où j'étais. Et donc c'est lui qui nous a raconté tout cela, etc. Son papa, et j'ai pu rencontrer des salariés Michelin par la suite, etc. Chaque fois que donc Monsieur Michelin allait visiter ses entreprises, ses usines, il saluait tout le monde. Il allait serrer la main à tout le monde. Que ce soit la personne qui s'occupe de la sécurité, la personne qui s'occupe du ménage, la personne qui est dans les usines, il saluait tout le monde. Et en fait, quand j'ai rencontré des salariés de Michelin, c'est la seule chose à l'unanimité qu'ils m'ont dit. L'humanité de M. Michelin. Il considérait les gens
tels qu'ils étaient. C'est ça qui marque. Et c'est ça qui marque. Parce que aujourd'hui, alors, je te donne un exemple, mais quand on demande, moi ça m'a toujours interpellé, quand on demande aux gens de se présenter, la première chose qu'ils disent, c'est ce qu'ils font. Mais on n'en a rien à faire, pardonne-moi l'expression, de savoir ce qu'ils font. On te demande de te présenter. Qui es-tu? Alors, on te demande qui es-tu, ils te disent ce qu'ils font. Non. Eh ben, je trouve que ce qu'incarnait Monsieur Michelin, c'était énorme. Lui, que les gens aient différentes fonctions, d'accord? C'est une fonction, c'est ça. On t'a donné cette fonction, très bien, c'est ton métier. Mais ta fonction ne définit pas qui tu es. Mais ta fonction ne définit pas qui tu es. Ce qui réunit l'entreprise, l'entrepreneur, pardon, et la philosophie, c'est l'humain avec un grand H. Ouais. C'est quoi, selon toi, la première vertu philosophique de l'entrepreneur? L'écoute. L'écoute. Beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants, eux, c'est normal, ils veulent mener leur entreprise là où pour eux c'est le meilleur. Mais une entreprise, c'est quoi? Une entreprise, c'est constitué d'hommes et de femmes qui ont besoin d'écouter. On n'est pas des machines. On n'est pas des machines. C'est Karl Marx qui disait que le travail à la chaîne aliénait l'homme. On devient des machines. Alors aujourd'hui, c'est intéressant. Je ne sais pas si on l'abordera, mais avec l'intelligence artificielle, toute la robotique, on devient encore plus des machines. On ne réfléchit plus. Vous voyez? Et donc, oui, je crois que l'humain aujourd'hui, l'écoute aujourd'hui est la première valeur de l'entrepreneur, du dirigeant. Savoir écouter, parce qu'on pense qu'on écoute, mais en fait, on n'écoute rien du tout. Ouais. L'écoute, c'est quoi? C'est entendre avec attention. L'écoute, c'est considérer l'autre tel qu'il est, considérer que l'autre a à nous dire quelque chose. Même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il te dit, laisse-lui au moins la possibilité de s'exprimer, parce que tu le reconnais en tant qu'humain. Et aujourd'hui, il manque ça dans les entreprises. Alors, je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent « Oui, mais on n'a pas le temps ». Je dis « Mais tu passes à côté de l'essentiel. Ton entreprise est constituée d'humains, tu n'en prends même plus acte, tu n'en prends même plus conscience, parce que tu es tellement pris dans ton chiffre d'affaires, machin, que tu passes à côté de l'essentiel. Mais s'il n'y avait pas les humains, il n'y aurait pas d'entreprise. Alors maintenant, ce discours que j'ai va foirer de plus en plus, parce que maintenant, les humains disparaissent, les machines reprennent le devant. Mais on va dans un... moi, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle. Au contraire, c'est un outil, mais il faut savoir l'utiliser comme un outil. Bien sûr. Et non comme remplacement de l'humain. Ouais. Parce que derrière l'IA, il y a des humains. Bien sûr, c'est clair. C'est clair. C'est quoi l'illusion la plus dangereuse dans laquelle un entrepreneur peut tomber? Qu'il sait tout. Je leur dis souvent aux entrepreneurs, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je leur dis, rappelle-toi de cela. Tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien. Tu penses savoir, mais tu ne sais rien. Laisse-toi continuellement, sois ouvert continuellement au monde. Laisse le monde t'interroger. Ne sois pas dans un, comment dirais-je, comme un cheval, il a une... Oui. Voilà. J'ai pas le mot, mais je le visualise. Pourtant, j'aime l'équitation, mais là, non, c'est pas une on s'est compris. Ouais. En tout cas, on a l'image. Non, je dis, ouvre-toi au monde. Laisse le monde t'interroger. Et surtout... Les œillères. Les œillères, merci beaucoup. Regarde le monde et laisse le monde te regarder. Interroge le monde et laisse le monde t'interroger. Sois déstabilisé par le monde. Laisse-toi déstabiliser par le monde. Et aujourd'hui, je crois qu'il manque cela à nos dirigeants. Et c'est très connecté à l'écoute. Mais bien, généralement, tout à fait. Donc, je crois que la plus grande sagesse que tu auras, qu'un entrepreneur a, c'est de savoir qu'il ne sait rien et qu'il a continuellement tout à apprendre. Et c'est pas simplement pour un entrepreneur, mais c'est pour nous tous. Ouais. Continuellement, on a à apprendre des autres. Tout ce que l'on ne sait rien, tout ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Autrement dit, je dirais la plus belle de la connaissance, c'est l'ignorance. C'est parce que j'ignore que j'ai envie de connaître. C'est parce que j'ignore que j'apprends. Et celui qui pense qu'il n'a plus rien à apprendre, je lui souhaite bon courage, parce que je pense qu'il a perdu. Moi, c'est un chemin de vie qui dure tout le temps, quoi. On est tout le temps en apprentissage. C'est vrai qu'on a cette croyance que quand on est en études, à la fin de nos études,
on saura tout, entre guillemets, et on sera plus jamais en apprentissage. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, on est en apprentissage tout le temps, et encore plus quand on est entrepreneur. C'est ça. Parce qu'on doit toujours se remettre en question, on doit toujours justement être en écoute auprès du marché, auprès de nos prospects, auprès de nos clients, auprès de nos collaborateurs. Donc, et je me permets de faire une petite parenthèse, mais c'est comme la connaissance de soi. Et je trouve que c'est très beau parce que toute notre vie, on essaie d'apprendre à se connaître. Toute notre vie. Et je crois que je vais faire, je dirais, une métaphore, mais le jour de notre mort, on nous ferme les yeux. On nous ferme les yeux dans le premier sens du terme. On meurt, on nous ferme les yeux. Mais je crois que c'est le jour où on nous ferme les yeux sur le monde, qu'on nous les ouvre à nous-mêmes. Et c'est peut-être le jour de notre mort, en ayant les yeux fermés, c'est-à-dire sur nous-mêmes, ouverts sur nous-mêmes, qu'on saura enfin qui l'on est. C'est parfait pour aller vers Devenir pour agir. Alors tu m'as déjà dit le pourquoi, de pourquoi est-ce que tu as créé Devenir pour agir. Est-ce que tu veux me parler pour les gens qui ne te connaissent pas et qui écoutent Serial ou qui regardent le podcast, c'est quoi Devenir pour agir? Alors Devenir pour agir, c'est la première plateforme numérique d'interview philosophique, numérique européenne, au niveau européen, d'interview philosophique de grandes personnalités. Autrement dit, ce sont des interviews philosophiques. Ce ne sont pas des interviews comme peut faire un journaliste, d'autant plus que je ne suis pas journaliste. Voilà. Et je revendique cette casquette de non-journaliste. Moi, ce qui m'intéresse dans ces interviews, c'est d'aider les personnes à réfléchir sur ce qu'elles font pour apprendre à se découvrir qui elles sont. Autrement dit, ce sont des questions philosophiques sur leur propre... En fait, je les aide à trouver, je dirais, à regarder. Pour dire peut-être de la manière différente, je les aide à prendre du recul sur elles-mêmes pour savoir ce qu'elles sont et ce qu'elles font. Voyez. Et donc, ce sont des questions philosophiques et je les fais dialoguer avec les philosophes. Donc, je donne parfois des citations de philosophiques et je leur dis, voilà, répondez à Socrate, répondez, etc. Et en fait, ça leur permet de respirer un peu. Elles me le disent souvent de respirer. C'est un côté, une respiration sur ce monde, finalement, où on ne prend plus le temps de réfléchir sur ce que l'on fait. Comme je disais tout à l'heure, on est dans une efficacité, on doit une rentabilité, on doit rendre des comptes, on doit rendre des chiffres, etc. Là, je leur dis non, posons-nous un peu. Ça dure que 30 minutes. Posons-nous un peu et réfléchissons sur ce que vous faites, sur qui vous êtes. Et c'est là qu'elles me disent, souvent elles me disent, on en a de plus en plus besoin de la philo. Ouais. Voilà. Sauf que le malentendu, c'est qu'elle était réservée aux élites, alors qu'elle n'a jamais été réservée aux élites. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant qu'enseignant, on doit réapprendre à enseigner la philosophie, à la dépoussiérer, à lui rendre ses lettres de noblesse, mais dans le sens le plus accessible du terme. Est-ce que tu peux me parler d'une... Alors, je sais que chaque interview peut marquer à sa façon. Est-ce que tu peux me raconter une interview qui t'a marqué particulièrement? Nicolas Sarkozy. Énormément marqué. C'est un homme que j'apprécie. Par amitié, etc. Et comme tu disais... C'était en quelle année que tu l'as rencontré? L'année dernière. Comme tu disais, toutes les interviews sont différentes. Toutes les interviews sont différentes parce que toutes les personnes sont différentes. Mais il y a des personnes qui marquent plus que d'autres de par leur expérience, de par leur capacité, et là tout va par l'expérience, à voir les choses. C'est vrai qu'interviewer un président de la République, c'est assez rare. C'est quand même assez rare. Il y en a d'autres qui m'ont marqué pour l'amour qu'ils ont de l'humain. Il y en a, c'est business. Il y en a d'autres, bien sûr, c'est le business. Mais qui est derrière le business, c'est l'humain. Et Nicolas Sarkozy, le président Sarkozy, m'a fait comprendre encore plus cela quand je l'ai interviewé. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même au fil de ces interviews? Que je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. C'est connecté au début. Mais complètement. Je ne sais pas du tout qui je suis. Plus je les interviewe,
Plus j'interviewe les personnalités, j'arrive dans quelques semaines, je suis à 200. Comme toi, Ouais. on est en on marche ensemble. Exactement. Plus je les interviewe, plus elles m'interpellent, elles me questionnent. Comme je te disais tout à l'heure, je suis un amoureux de l'humain. Et plus je les questionne, plus en retour elles me questionnent. Et je trouve que c'est magnifique. Et finalement, c'est un dialogue. La philosophie, la beauté de la philosophie, c'est qu'elle réunit les pensées. Elle les réunit vers cette quête du vrai, du beau, du bien. Voilà la philosophie. Ce sont qui tes prochains objectifs en termes d'invités? Un peu des invités que tu aimerais particulièrement avoir? Les sportifs. Ouais. J'aimerais avoir des sportifs. Mmh. Alors, je vais en avoir quelques-uns, mais j'aimerais avoir des sportifs. Parce que là aussi, l'art, le sport, c'est un art, tout comme la philosophie. Et je crois que... En fait, ce qui est très beau, c'est que la philosophie réunit tout le monde. Tous les corps de métier sont réunis. On peut penser à tout, surtout par la philosophie. Et donc, j'aime beaucoup le sport, donc c'est vrai que j'ai une admiration pour les sportifs. Il y a 2 passions dans ma vie, le sport, mais surtout la gastronomie. Ouais. J'aime énormément et j'ai eu la chance de pouvoir déguster de belles tables, etc. Et je reconnais l'art de la... Je te donne un exemple. Tu me demandais tout à l'heure, à l'instant, des personnalités qui m'avaient marqué. Il y en a un autre qui m'a marqué. C'est le chef Guy Savoie. On a produit un podcast avec lui. Oh là là. Incroyable. Quelle humanité. Quelle douceur. Quelle humanité, quelle douceur, quelle simplicité, quelle écoute. Et on est amis, enfin, on s'apprécie, etc. Et pourquoi il écoute autant l'humain? Parce qu'il s'est mis à l'écoute de la nature. La nature lui parle. Et tout ce qu'il fait, il a un amour, mais infini, pour les produits. Les produits du terroir, les produits, et c'est magnifique. Et comme tu dis, avec une douceur et une exigence qui pour moi est une des plus belles leçons de ma vie, de savoir unir, de savoir réunir la douceur, l'exigence pour en faire un plat merveilleux. Magnifique. Et il n'y a pas de secret, puisque son restaurant a été élu pour la 9e ou 10e fois d'affilée meilleur restaurant du monde. À la Monnaie Paris, c'est ça, la Monnaie. Donc il n'y a pas de secret par rapport à ça. Et c'est un très bel exemple pour les étudiants. Bien sûr. Très bel exemple pour les étudiants qui aujourd'hui disent tout, mais vous êtes trop exigeant, vous êtes trop rigoureux. Ben non, ben regardez. Plus on est exigeant, plus on est rigoureux, plus on les rend libres. Aujourd'hui, la liberté, c'est pas de savoir, c'est faire tout ce qu'on veut, etc. C'est de le faire dans un cadre, avec des limites, avec une exigence. La liberté, c'est une exigence cadrée pour une vérité sur soi. Ouais. Ma dernière question avant de passer à la partie finale du podcast. Comment est-ce que ton entourage vit ton parcours, ta quête et tes engagements? Alors, je vais pas botter en tout, je dirais demande-leur. Mais je crois que je suis un vrai point d'interrogation pour eux. Ouais. Déjà que je suis pour moi, alors pas pour les autres. C'est clair. Non, en fait, ils savent pas où je vais. Okay. Je te dirais que moi non plus. Je ne sais pas où je vais. Sincèrement, je ne sais pas. Et je... Tu vois, par exemple, je leur dis, là, je viens d'écrire mon 10e livre. Je ne dis jamais ce que je vais faire. Mes parents, ils ne savent pas ce que je vais faire, sauf que je les préviens le premier quand mon livre va sortir. Le dernier, je leur ai encore dit, une journée, la veille, je leur ai dit, demain, j'ai mon 10e livre qui sort. Mais je leur dis jamais ce que je suis en train de faire. Parce qu'en fait, même aux amis, parce qu'en fait, tu te dis, mais déjà, ils peuvent se décourager, déjà, ils peuvent faire plein de choses. La jalousie, aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible. Ça tue. Ah oui, là aussi, on aurait dû en parler de la jalousie, tiens. Ça tue l'humain. Tes 4 ans de séminaire, tu leur en avais pas parlé? Ah si, ouais. Si. Par contre, je leur ai dit que je partais la veille, quoi. La veille, je dit, je pars. Ah, je reviens à la maison. Qu'est-ce que ça fait? Oh là là là. Et là, ça a été terrible. Mais regarde, mon retour en Inde. C'était intéressant, le retour en Inde. J'ai dit à maman que je partais en Inde. C'est la première fois que tu y es retourné? C'est la première fois que j'y ai retourné. Donc c'est arrivé il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Et c'est après que j'ai écrit mon autobiographie. Ok.
Là aussi, l'autobiographie, j'ai jamais voulu écrire ma vie. C'est terrible d'écrire sa vie. Tu sais que ça a été le livre, là aussi tu le sais pas parce que je t'ai pas dit, mais ça a été le livre le plus difficile à écrire. Quand tu parles à l'oral, tu dis je, très bien, mais quand tu l'écris, pas évident. Ouais. Pas évident d'écrire je. Donc ils sont venus me chercher 3 fois, puis au bout de la 3e fois, c'était pendant le confinement. Ils m'ont dit: «Tu as que ça à faire», donc bon, il fallait que j'écrive. Et d'autant plus que je l'ai pas écrit pour moi. Mais tout ça pour te dire que Sur ce retour en Inde, sur ce retour en Inde, quand j'ai dit à maman que je retournais en Inde, et ça m'a marqué, et c'est là que j'ai pris conscience, mais finalement, je n'avais jamais pensé, je m'étais jamais mis à la place de mes parents, puisque la question que maman m'a posée m'a énormément interpellé. Elle m'a dit: «Mais tu retournes en Inde parce que tu n'es pas heureux en France? Tu n'es pas heureux chez nous?» Et non, je m'étais jamais, alors que moi, je suis hyper heureux chez mes parents, et cetera. Et pourquoi je voulais retourner en Inde? Pour remercier les sœurs de la charité, et donc les sœurs de Mère Teresa, de m'avoir gardé, élevé pendant 11 mois, et cetera. Donc c'était un voyage de remerciement, un voyage humanitaire, mais pas un voyage de retour aux sources, bien quoi. sûr. Enfin d'aller à la quête de mes parents, et cetera. Et donc ça, c'est la première question quand je suis parti, juste avant que je parte. Quand je suis revenu, la première question, énorme, ça je trouve ça intéressant, que maman m'a posée, elle m'a dit: «Est-ce que tu vas retourner vivre là-bas?» Énorme, énorme. Et je me suis dit: «Mais c'est fou», et je n'avais pas pris conscience que pour une maman qui adopte, ça pouvait être aussi Oui, c'est vrai. difficile. Jamais je n'aurais pris conscience, je n'avais pris conscience de ça. Pour moi, c'était naturel. Mmh. Je m'étais jamais mis à la place des parents. Et ça m'a interpellé, donc voilà. Donc pour répondre à ta question, non, je crois que mes proches, ma famille, mais ils savent pas où je vais. Ils savent pas où je vais, et moi non plus. Et en même temps, s'ils le savaient, ce serait un peu chiant. Mais je te dis non, mais c'est vrai, Tu mais vois? je te dirais que personne finalement ne Ouais, y c'est va. clair. On a des ambitions, mais la vie fait tellement de grandes, tu sais, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et donc parfois certains pensent avoir des boulevards, ils ont des sentiers, ils butent à des arbres, ils savent pas trop, et cetera. Voilà. Moi, je suis sur un sentier, je sais pas où je vais, mais on a un j'ai un GPS Ouais. qui, pour moi, le GPS, c'est Dieu. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast. Quelques petites questions rapides, mais évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre puisqu'on est dans un podcast. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Ah, elle est intéressante ta question. Je prends conscience que j'ai de la chance d'être là. Et donc, c'est déjà d'aller mieux. Prendre conscience qu'on est en vie. Tu sais, quand tu écoutes les informations ou autres, alors ça c'est en Europe, hein, ça, en France, je crois qu'en France on a Palme d'Or, il n'y a pas qu'à Cannes qui a Palme d'Or. En France, en général, il y a la Palme d'Or de la plainte. Les gens se plaignent, mais toujours, hein. Mmh. Il fait froid, il fait chaud, il pleut, hein, toujours. Quand tu prends conscience que dans tes pays, et je pense par exemple en Afrique, au Soudan, au Rwanda, là il y a le génocide qui revient, etc. Waouh! En fait, qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Je change de regard sur le monde. Ouais, bien sûr. C'est Mère Teresa, ah ouais, voilà, c'est Mère Teresa qui disait un jour dans l'avion, un journaliste qui disait, Mère Teresa, tout va mal. Que faut-il faire pour changer le monde? Que faut-il changer? Elle a répondu 3 mots: vous et moi. Vous et moi. C'est-à-dire changer de regard sur le monde, et le monde ira mieux. Donc pour aller mieux, je change de regard sur le monde, Ouais. et j'essaie d'avoir un regard, certes, réaliste, mais constructif et optimiste. Et se donner les moyens pour ceux qui vont mal, on essaie de les aider à notre niveau. Ouais, c'est une bonne leçon. Si tu devais choisir soit un livre, soit un film, soit une série qui t'a marqué, ce serait quoi? Alors, j'ai toujours sur moi la Bible. Ça, c'est, pour moi, c'est, je continue tous les jours à la lire. Tous les jours, tous les jours. Alors, pour la petite anecdote, ça peut paraître étonnant, mais tous les matins, je me lève à 4h et je prie pendant 1 heure. Voilà, c'est ma force de la journée, je prie pendant 1 heure. Donc ça, le livre, c'est la Bible. Il y a un 2e livre que je conseille, et puis après je conseillerais un film, en tout cas moi qui m'a marqué, qui est le plus grand livre de philosophie. Pour moi, le plus grand livre de philosophie du monde, et je voudrais que tout le monde le relise, c'est Le Petit Prince de Ah, on Saint-Exupéry. me l'a déjà cité, pendant Tout l'épisode. est dedans, tout est dedans.
tous les concepts sont dedans, tout l'humain est dedans. Cette étoile, cette curiosité, cette lumière, tout est à l'intérieur. Plus grand livre de philosophie. Et le film qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, qui me fait penser à mon histoire, c'est Va, vis et deviens. Okay. Va, vis et deviens, c'est un enfant qui souffre de la famine. Je ne sais plus dans quel pays en Afrique. Et en fait, sa maman l'abandonne parce qu'elle ne peut plus le nourrir, il n'y a plus à manger, etc. Et tout. Et donc, c'est tiré d'une histoire vraie, ce film. Et donc, il est adopté par une famille aux États-Unis. Ok. Famille aux États-Unis. Et en fait, sa famille aux États-Unis lui permet il était tout petit, lui permet de faire des études. Il devient médecin. Et en fait, il retourne au Soudan. Et en fait, il retrouve sa maman qui soigne, qui a vieilli, qui a vieilli. C'est magnifique. Pour moi, c'est un film qui m'a énormément marqué. Et je crois que les gens devraient prendre conscience, on devrait prendre conscience de la chance qu'on a ici d'être en France. Ouais, c'est clair. Vraiment. On mettra la recommandation en description. Oui. Il me reste 3 questions. La question reverse. Tu prends le rôle de host pour une seule question. Est-ce que tu souhaiterais me poser une question ? Quelle est, selon toi, pour toi, non pas comme les autres te voient, mais pour toi, quelle est ta plus belle qualité ? Je pense que c'est l'écoute. Je pense que c'est l'écoute et ça se ressent dans les podcasts. Enfin, ça, on me l'a déjà dit, tu vois. Mais ça se voit sur toi que tu écoutes. Ouais. Tu n'entends pas, tu écoutes. Et c'est une de tes grandes richesses, donc félicitations et merci. Merci pour cette question. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode ? Sachant que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est très large, donc ça englobe quand même pas mal de gens. Oui, c'est le patron de Radial. Ah, Pierre Gattaz. Pierre Gattaz, qui est un très bon ami que j'ai interviewé. On a produit un podcast avec lui aussi. Ah, il est super. Ouais. Alors lui, d'une humanité. Ancien président du MEDEF. Ouais, d'une humanité. Il y en a un autre que je te conseille, qui est un très bon ami, qui m'a énormément marqué, des personnalités qui m'ont marqué. Moed Altrad. Oui, incroyable. Tu l'as peut-être interviewé ? Non, mais j'aimerais bien. Alors lui, il te change... il te change de regard sur le monde, un parcours incroyable, une humanité incroyable, une douceur incroyable, tout en étant hyper exigeant. C'est une très bonne recommandation, je le contacterai de ta part. Ah oui. Et la dernière question, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur ? L'homme, l'humain. Car la plus grande entreprise au monde, c'est soi-même. Donc c'est l'humain. Ce sera parfait pour conclure cet épisode. J'espère que ça t'a plu. C'est passionnant. Merci à toi. Merci pour tes belles questions, tes pertinentes questions. Merci pour ton écoute. Merci d'être qui tu es. Merci beaucoup à toi. C'était vraiment un plaisir de te recevoir dans le podcast. On mettra évidemment tous tes liens en description. Toi qui nous as regardé et écouté, j'espère que ça t'a plu aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Emmanuel ? D'être, tout simplement. Tout simplement. Et en même temps, c'est la chose la plus complexe. Exactement. Merci beaucoup. Difficile. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à toi.